Bonjour, nous sommes en 2013. Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de vidéos de philosophie réaliste à l'école du père Marie-Dominique Philippe. Et je voudrais dans cette vidéo mettre une conclusion que je date exprès à toute la philosophie de la matière que nous avons vue. En fait, pour manifester à quel point cette approche est extrêmement pauvre. C'est une conclusion qu'on pourrait appeler de critique. À savoir que, dans un regard réflexif sur tout ce que nous avons vu, à savoir les différents états de la matière, depuis l'immensément grand, donc l'univers tout entier, jusqu'à l'immensément petit, tel qu'on le connaît actuellement, ça veut dire les particules qui composent des particules comme l'électron. Et il y a sans doute des choses encore plus élémentaires en dessous, mais il est impossible de les connaître actuellement. Et donc je voudrais montrer à quel point ce regard de l'intelligence, il doit rester modeste, que peut-être, dans les années à venir, à cause, je dirais, de contre-exemples qui déjà apparaissent, il faudra peut-être tout repenser. Donc on peut dire que la matière elle-même, je ne parle même pas de la matière vivante, c'est encore plus évident, mais la matière elle-même, dans son domaine physique, on pourrait dire qu'elle est un mystère. Et pour le manifester, voilà. Ce qu'on voit de nos yeux, ce qu'Aristote pensait véritablement connaître à travers ses 5 sens, l'expérience, donc ce qui est à notre niveau d'observation. En réalité, ce n'est qu'une apparence. Par exemple, cette main qui est là, que je montre, qui paraît dure, qui paraît palpable, Aristote aurait dit elle est faite de plein. En réalité, on sait maintenant, en analysant sa composition intérieure, que ce ne sont pas vraiment des corpuscules, ce ne sont pas des ondes, c'est entre les deux, c'est quelque chose qui est fait de force très mystérieuse. Mais du coup, à notre niveau d'observation, ça résiste, c'est dur et c'est pesant. Quand on regarde vers l'immensément petit, on pourrait dire que, au point de vue, je dirais, localisation des corps, il y a plus de vide que de plein. Donc si on se représente cet immensément petit qui compose ma main, sous forme d'un système solaire, par exemple, au centre des atomes, protons, neutrons, et autour des charges qui circulent, eh bien, il y a plus de vide que de plein. Seulement, attention, et c'est la deuxième remarque, ce qu'on présente pour expliquer les choses qu'on ne voit pas, donc l'immensément petit, et aussi l'immensément grand, par exemple, quand va intervenir la théorie de la relativité, eh bien, ce sont des modèles qu'on se construit, par analogie avec ce que nos sens voient et qui lui-même est une illusion. Donc, pour reprendre l'exemple que je viens de donner, puisque nos sens voient des choses palpables à travers lesquelles on ne peut pas passer, eh bien, pour nous représenter ce qui est à l'intérieur, donc au niveau atomique, nous aurons tendance à prendre le modèle d'un système solaire, protons solides, électrons qui tournent autour. Ce n'est qu'une métaphore qui donne quelques aspects. La métaphore, disait le père Marie-Dominique Philippe, c'est d'abord quelque chose qui est différent. Différent. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout comme ça que ça se situe au niveau des atomes. C'est pas vrai qu'il y a un corps dur, les protons et les neutrons, et autour un corps dur qui tourne comme une planète. C'est faux. Mais il y a une petite analogie, une petite part de ressemblance qui permet de comprendre. Et comme nous ne pouvons pas comprendre, si ce n'est à travers ce que nous expérimentons tous les jours, donc par exemple, nous voyons la Lune qui tourne autour de la Terre, le Soleil, la Terre qui tourne autour du Soleil, etc. Eh bien, ça nous est pratique de nous représenter le domaine des atomes de cette façon-là. Seulement, et c'est ça qui est difficile, c'est que beaucoup d'hommes, de philosophes, mais de scientifiques aussi, ou en tout cas débutants, finissent par confondre le modèle avec la réalité. Et c'est parfois catastrophique. Je vais donner un exemple. Donc, après avoir pris l'exemple au niveau de l'immensément petit, prenons au niveau de la théorie de la relativité générale, celle d'Albert Einstein. Quand on parle de trou noir, en réalité, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir ? C'est une
une planète, enfin plutôt un soleil, quelque chose, un astre extrêmement grand. En général, les trous noirs supermassifs, c'est peut-être 10 000 fois un soleil, qui s'est écroulé sur lui-même, au point que les vides dont je parlais tout à l'heure, dans l'immensément petit, ont comme disparu, donc tout s'est restreint. Et la masse totale de ces milliers de soleils tient dans quelque chose qui est grand comme une pièce, par exemple. Pour représenter le trou noir, dans la théorie de la relativité générale, pour se faire un modèle de ce qui se passe, eh bien, c'est comme si il y avait un trou véritable au centre d'une bâche en caoutchouc. Et ce trou, il est aspiré vers le bas. Quand on lance une bille, cette bille tourne autour de ce trou, qui est comme en forme d'entonnoir, et tourne, puis elle ne peut que tomber dedans à un moment donné. Parce que ça fonctionne comme s'il y avait un siphon de lavabo, on peut dire, et après avoir tourné très longtemps, il épuise son énergie, il tombe dedans. C'est un modèle. La réalité, si on veut la représenter selon une autre analogie, c'est une boule noire, un trou noir, une sphère massive, hypermassive, qui agit comme un trou noir. Ça veut dire que c'est comme si la matière qui approche tournait de plus en plus vite avant de s'écrouler au cœur de ce trou noir et de ne plus pouvoir en ressortir. Quel est le modèle qui est le bon? Aucun des deux. Les deux disent quelque chose de vrai. Les deux sont des analogies. Et le problème, c'est que cette analogie du trou noir, eh bien, reprise par certains scientifiques, va leur faire croire que si par hasard on s'approchait d'un trou noir et qu'on prenait le canal microscopique, le siphon où est tombée la matière, qu'on le franchissait, peut-être qu'on pourrait sortir de l'autre côté à un autre endroit de l'univers, et l'univers serait comme un papier qui se plie, et on pourrait franchir ainsi, par le creux entre les deux, la distance immense qui sépare ces deux points qui sont sur une feuille plate, et qui s'est recourbée. Eh bien, c'est une erreur. On a confondu le modèle avec la réalité. Dans la réalité, qu'est-ce qui se passerait si on s'approchait d'un trou noir? Lorsqu'on approcherait de sa gravitation puissante, la distance entre notre pied et notre tête aurait une telle différence de gravitation, donc de force qui attire vers cette sphère massive-là, que les atomes de notre pied, les molécules, seraient séparées, elles partiraient, notre corps serait démembré. Donc on franchirait peut-être ce fameux trou noir pour partir dans l'autre monde, mais l'autre monde, s'il existe, c'est la vie éternelle, c'est la mort en fait. Et donc c'est comme ça que, confondant un modèle d'explication pour bien prendre des analogies, on en arrive à des théories qui sont de la science-fiction. Donc il faut bien veiller à ne pas confondre le modèle et la réalité, à savoir que, en réalité, le meilleur langage pour décrire au sens propre ces réalités physiques, c'est très souvent un langage mathématique, fait avec des équations qui montrent des forces, et que ce langage mathématique, évidemment, il n'est pas intuitif. Il ne parle pas à tout le monde, donc on est bien obligé, pour vulgariser, d'utiliser des métaphores. Mais ce ne sont que des métaphores. Les deux sont valables. Un trou noir est véritablement une sphère de matière. Ça, c'est une expression dans la physique newtonienne, mais c'est aussi comparable à un véritable trou dans l'espace-temps où toute chose est attirée et ne peut pas ressortir, comme dans un siphon ou comme dans un tourbillon au niveau d'un océan. Donc tous ces éléments que je manifeste montrent une fois de plus l'extrême pauvreté de notre intelligence face à ce monde. Est-ce que les mathématiciens finalement ont une meilleure connaissance de tout cela? Ils vont dans certains domaines plus loin, effectivement, de ceux qui ne sont pas mathématiciens. Parce que le langage correspond. Il s'avère que le monde est effectivement structuré en un langage mathématique. Seulement, ils doivent rester humbles aussi, ceux qui maîtrisent les mathématiques. Parce qu'en réalité, depuis l'immensément grand qu'on a décrit jusqu'à l'immensément petit, on ne fait que décrire différents états de cette même matière. C'est la même matière qui compose le Big Bang et qui va être dans un quark, c'est-à-dire une particule élémentaire qui entre dans la composition des électrons, des protons. Et qu'est-ce qui unifie toute cette matière qui donne aussi bien l'univers tout entier que le plus petit atome d'hydrogène? Eh bien, si on décrit tout cela
et qu'on essaye de chercher un principe d'unité, comme le fait le philosophe, à toutes ces différentes expressions de cette même matière, on est gêné. On peut induire une cause profonde de l'unité de tout cela à travers la diversité immense des états qu'on a constatés. On va l'appeler, comme le disait Aristote, la physis, la physique, la nature même de cette matière. C'est le principe d'unité, unité de compréhension, ça, on parle d'un principe, mais c'est aussi la cause de l'unité de ce monde, une cause efficace dans le réel. Donc je rappelle, la notion de principe, c'est une notion dans notre intelligence, ça permet de comprendre l'unité de toute une réalité physique qu'on a décrite. Et ce principe est cause, parce qu'une fois qu'on l'a compris, il est d'abord dans le réel, c'est lui qui explique l'unité de l'univers. On l'appelle donc la nature, la physis, comme disait Aristote, mais on n'y comprend rien. C'est quoi la physis? Si on en revient à l'induction qu'on avait fait au début de ces leçons de physique, eh bien on est bien avancé. On ne peut pas dire ce que c'est. Alors certains disent, ça doit être en rapport plus ou moins avec la lumière, à cause de E égale mc2, cette lumière qui a une vitesse stable, constante, quoi qu'il en soit, quelle que soit notre propre vitesse. Mais en réalité, on n'en sait rien. On en est là actuellement, on sait qu'il y a un principe d'unité, on le devine, tout ça est unifié. Mais on n'a pas découvert ce qu'était ce principe d'unité. Énergie, matière. Est-ce que ça serait un rythme qui bat? On ne sait pas. Et donc, il faut vraiment rester modeste. Autre point, c'est que tout ce que j'ai décrit dans les précédentes leçons, eh bien en fait, il se peut que dans 10 ans, 15 ans, quand on écoutera ces vidéos, on dise « Oh, c'était la science du 21e siècle. Oh là là, qu'est-ce qu'ils étaient primitifs. » Et que tout soit périmé. C'est un petit peu comme quand on lit Aristote. Aristote et sa description de la matière telle qu'il la connaissait à son époque, à travers ses 5 sens. Et qu'il l'explique entièrement à travers les 5 éléments. La terre, le feu, l'air, il y avait l'eau, le liquide, et puis il y avait la quintessence qui composait les astres au-dessus de la terre, qui eux étaient immortels. En fait, on s'est rendu compte que la quintessence n'existe pas du tout, tout est mortel, tout ce qu'on constate. Et que d'autre part, les 4 états qu'il a décrits, c'est simplement lié à la température de choses qui peuvent devenir pierre quand c'est plus froid, mais qui peuvent aussi devenir air quand c'est plus chaud. On le voit bien avec l'eau. L'eau à 0 degré devient comme de la pierre. L'eau à 100 degrés devient comme de l'air. À 100 000 degrés, elle se décompose, elle est comme du feu, évidemment. Donc tout ça, c'est une question de température. Donc c'est complètement périmé. On peut sourire de la physique d'Aristote, mais en réalité, peut-être qu'un jour, certains souriront de notre physique. Et je vais le prouver par 2 exemples qui manifestent à quel point on doit rester modeste. Et donc, peut-être un jour, dans 100 ans, quelqu'un devra refaire ces vidéos, mais les faire mieux, en éliminant tout ce qui est périmé et en gardant ce qui est valable, évidemment. De même que dans ces vidéos, j'ai gardé ce qui était valable chez Aristote, pour éliminer tout ce qui était périmé. Alors voilà, 2 exemples qui montrent que peut-être on s'est complètement planté. Surtout, lorsqu'on connaît la matière, qu'on élabore des modèles pour mieux l'exprimer, donc des métaphores, des analogies, on ne doit pas trouver de contre-exemple. Et c'est vrai que ça marche à peu près, sauf sur quelques points. Premier point, ce qu'on appelle la matière noire. Ça veut dire que les galaxies, telles qu'on les voit, avec ce qui est lumineux, elles sont structurées autour de choses qui brillent. Eh bien, en fait, ça ne marche pas. Il manque de la matière. Leur façon de se comporter permet d'induire la présence de matière noire, mais je dirais cette matière noire, c'est plus de 95% de ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on ne voit que quelques vestiges. Il y a bien plus de matière noire que de matière, je dirais, lumineuse. Alors la matière noire, on sait parfaitement qu'elle existe, puisqu'il y a des exemples comme ce qu'on appelle des lentilles gravitationnelles. Ça veut dire que une étoile, si tu es très très loin, il arrive parfois que sa lumière nous apparaisse
sous forme de deux images exactement semblables et symétriques. Ce qui veut dire qu'entre les deux, il y a une matière invisible qui provoque un effet de séparation de ces deux images. Donc les photons partent d'un côté et de l'autre et nous parviennent donc comme ça, comme deux images, et pourtant il n'y a qu'une seule galaxie. Eh bien, on ne sait pas du tout ce que c'est que cette matière noire. On se doute qu'il doit y avoir des corps froids, évidemment. Mais il y a quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est que cette matière noire? Personne ne le sait. Donc, premier point. On a essayé de l'élaborer en se disant c'est peut-être parce qu'on s'est trompé, les forces de la gravitation sont peut-être différentes. Oui, mais si on change les forces de la gravitation, on ne comprend plus rien à d'autres aspects de la physique. Donc, apparemment, on ne s'est pas trompé là-dessus. Il y a un autre problème, et on ne sait pas ce qu'il est. Deuxième problème, ce qu'on appelle la force noire. Normalement, en principe, si le modèle du Big Bang fonctionne, eh bien on peut dire que il va ralentir légèrement le Big Bang. Les galaxies qui s'éloignent, tout de même, exercent encore l'une sur l'autre de la gravitation, même si c'est une force très très petite, puisque c'est en fonction du carré de la distance. D'accord, mais il y a tout de même une petite force, donc normalement, les galaxies situées très loin devraient légèrement ralentir leur rythme. Et on avait même élaboré à un moment donné une théorie comme quoi le Big Bang se terminait par un Big Crunch, c'est-à-dire que la gravitation ferait repartir les choses en arrière. On s'était rendu compte vite que la gravitation étant négligeable, non, il n'y aurait pas de Big Crunch. Seulement, on a découvert autre chose. C'est qu'en fait, les galaxies qui s'éloignent de nous accélèrent leur éloignement. Ça veut dire qu'en fait, elles s'éloignent de plus en plus vite. Une force, quelque part, fait qu'elles accélèrent vers le vide, le rien qui entoure l'univers. Enfin, c'est une façon de parler, encore une fois, puisqu'il n'y a pas de lieu là où il n'y a rien. Quelle est cette force? S'il y a un effet, donc une accélération de cette explosion, c'est donc qu'il y a une force quelque part. Eh bien, personne ne sait ce qu'elle est. Or, elle existe puisqu'on en voit les effets. Attraction du néant. En tout cas, le jour où on l'aura découvert, peut-être qu'elle permettra, parce qu'elle apportera une nouvelle dimension, qu'elle obligera à repenser totalement les modèles qu'on s'est donnés pour comprendre l'univers. Donc tout cela montre bien à quel point il faut être modeste sur cette connaissance de la matière. Alors je voudrais aborder un dernier point qui fera certainement réfléchir beaucoup, mais qui, je trouve, a sa place ici. Un point qui, en Europe occidentale, en tout cas en France, est considéré comme secondaire et presque ridicule, mais qui, dans les pays anglo-saxons, est considéré comme essentiel. Ce sont les fameuses expériences proches de la mort. Quel rapport avec la physique? C'est très simple. Des gens de plus en plus nombreux, lorsqu'ils ont des arrêts cardiaques et qu'ils sont mis dans les hôpitaux pour la réanimation, lorsqu'on met un électroencéphalogramme et qu'on peut mesurer leur activité cérébrale, et qu'elle s'arrête au bout de 20 secondes, que l'électroencéphalogramme est parfaitement plat, une certaine partie de ces gens-là, peut-être 18%, témoignent de choses qu'ils ne peuvent pas voir puisque leur œil est révulsé, leur cerveau est arrêté. Et pourtant, ils témoignent être sortis de leur corps et avoir vu, comme dans une vision panoramique à 360 degrés, des réalités qui se passaient dans la pièce où on tentait de les réanimer. Des aveugles de naissance racontent avoir vu pour la première fois les couleurs, la lumière, la neige, le blanc. Alors évidemment, on va dire c'est un rêve. Le seul problème, c'est que des scientifiques ont voulu confronter ce que racontait, mettons à 10h12, la personne en état d'arrêt cardiaque et de mort clinique, avec ce qu'elle racontait avoir vu dans la pièce d'à côté. Et que, véritablement, ça correspondait. Certains avaient pu lire le nom écrit sur une étiquette sous la table d'opération, le nom du fabricant, et le racontaient. Comment pouvaient-ils l'avoir lu? Ils étaient en arrêt cardiaque. Pourquoi est-ce que j'en parle ici? C'est simple. Si il sort du cerveau humain lorsqu'il meurt une conscience portée par une matière puisqu'ils voient, puisqu'ils entendent, c'est donc qu'il y a quelque chose de corporel puisque
La lumière est corporelle, et donc la conscience de la lumière, forcément, est liée à un organe corporel. Le cerveau est mort, quelque chose est sorti du cerveau. Une matière qu'on ne connaît pas, et qui est accompagnée de la pensée profonde de la personne. Donc on pourrait dire, non seulement elle voit, elle entend, elle emporte son psychisme, donc une matière, mais en plus elle emporte sa pensée. Mais laissons tomber la question de sa pensée. Regardons juste la question de cette matière qui lui permet de voir et d'entendre. Eh bien, on ne connaît pas ce qu'elle est. Personne n'a pu la visualiser. Alors on dira, c'est donc qu'elle n'existe pas. C'est pas scientifique ce que je dis ici. Oui, c'est pas scientifique. Ça ne sera scientifique parce que selon sa méthode propre, la science doit mesurer que le jour où on aura inventé une machine qui visualisera cette espèce de fantôme qui sort du mort. Par contre, c'est philosophique. Si jamais une personne a une vision objectivable, vérifiable, d'une réalité qu'elle n'aurait pas dû voir, parce qu'elle a pensé, mettons, à sa mère qui est à 3000 km et qu'elle l'a vue en robe de chambre avec des pois verts en train de tendre son linge à telle heure précise. Si elle le raconte et qu'on peut vérifier que c'est vrai, eh bien dans une simple enquête de type philosophique, policière à la rigueur, on peut prouver, je dis bien prouver, qu'il y a eu phénomène objectif. Et évidemment, ceux qui n'y croient pas, mais ce n'est pas une question de croyance, vont dire « Mais non, c'est l'impression d'être sorti de son corps. » Non, 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 je parle moi d'autre chose. Dans les vraies décorporations, je parle d'une vision objective, de faits objectifs et racontables. Qu'est-ce que ça permet de prouver? Eh bien qu'il y a un état de la matière qu'on ne connaît pas, que certains commencent à appeler matière psychique. C'est de la matière, elle est porteuse d'une conscience sensible, et on ne la connaît pas. Eh bien ça prouve quoi? Qu'en fait, notre pauvre physique, eh bien, il y a encore beaucoup de choses qui lui échappent. Que ce domaine-là ouvre des horizons extraordinaires. Que au cours des années à venir, des médecins, des neurologues établiront de plus en plus des thèses d'ordre philosophique, réaliste, avant même que la science, au sens de la science qui mesure avec un outil mathématique, ait pu montrer ce que c'est que cette matière psychique. C'est donc très très probablement tout un domaine nouveau de connaissance de la matière qui s'ouvrira et qui permettra peut-être de comprendre toute la matière. Peut-être que le principe de toute la matière, c'est cet élément-là, de type psychique, et qui peut-être permettra d'expliquer certaines expériences, comme le fait que l'observation des particules les plus petites change l'expérience. Les fameuses fentes de Jung, dont on avait parlé à un moment donné lorsqu'on avait abordé la théorie quantique. Il y a un rapport entre l'observation et le mouvement des particules élémentaires. Donc il y a une unité là-dedans. On le sent, on n'y connaît rien, mais on voit qu'il y a toute une recherche qu'il faut élaborer. Et pas de matière, pas en tombant dans l'idéologie positiviste qui consiste à dire que n'existe que ce qui est palpable. Non, on sait bien que c'est plus mystérieux que cela, et on le sait dès maintenant. Donc voilà, tout ça pour rappeler ce que j'avais expliqué dès le début de ces leçons de philosophie, la nécessité d'une totale humilité devant notre maître, qui est le réel, pas les profs, le réel lui-même. Et deuxièmement, cette soif de connaître qui doit toujours persévérer. Dans les domaines justement où les profs, les anciens, ricanent et méprisent, et où les jeunes, s'ils veulent avoir un jour le prix Nobel, doivent se lancer, quitte à manger de la vache enragée pendant un certain temps, évidemment. Parce que toute recherche aussi radicalement nouvelle au début est considérée comme hétérodoxe. Mais peu importe, ça vaut le coup. Voilà, je m'arrête ici en ce qui concerne ces cours de philosophie de la matière pour aborder dans les leçons suivantes des applications, selon l'esprit de saint Thomas d'Aquin, à la théologie catholique de la matière. Mais ce sera un autre domaine, un domaine d'ordre indémontrable pour le coup, et qui concerne uniquement ceux qui sont croyants et ceux qui ont la foi.